On va commencer par vous, Mauro Poggia, si vous êtes d'accord avec une question extrêmement ouverte. Comment est-ce que vous avez entendu ce qu'a dit Raymond Loretan? Est-ce qu'il a trouvé les 5 martingales? Non, je crois que M. Loretan a eu le mérite de nous prévenir que c'était provocateur. Je pense qu'il a bien fait. Par contre, c'est vrai qu'il a touché des questions qui méritent d'être approfondies. Je ne dis pas que c'est tout faux dans le discours qu'on vient d'entendre. Je pense que, d'une part, on enfonce des portes ouvertes. D'autre part, on nous donne des pistes qui sont impraticables, auxquelles d'autres ont pensé. Et je pense que cela fait fi, je pense, d'une question fondamentale selon laquelle la réforme du système va devoir impliquer des concessions de la part des divers acteurs, que ce soit le patient bien sûr pour commencer, mais aussi de la part des fournisseurs de prestations. Or, on ne fera pas de réforme sans rétablir une confiance dans notre système. Et c'est ça la grande problématique. Nous sommes dans un pays heureusement démocratique, dans lequel le peuple peut être amené régulièrement à se prononcer sur de grandes réformes. Et si l'on ne rétablit pas une confiance, et les sondages que vous avez faits le démontrent, cette confiance entre la population et son système de santé, plutôt son financement, parce qu'on l'a vu, la population est largement satisfaite de la qualité des soins qui sont proposés. Mais si l'on ne rétablit pas la confiance avec cette corrélation prime et coût, parce qu'on parle beaucoup des primes et peu des coûts, et je suis le premier à regretter, et j'accepte les critiques qui sont faites lorsqu'on parle des primes en nous disant « mais les primes ne sont qu'une résultante des coûts », à quoi je précise en grande partie, oui, et je préférerais, et mon collègue certainement aussi, que l'on parle de maîtrise des coûts prioritairement plutôt que corrélation prime-coût. Il n'en demeure pas moins que cette discrépance entre augmentation des primes et augmentation des coûts telle qu'elle est perçue par la population est encore un facteur de méfiance qui rendra impossible toute réforme pourtant nécessaire. On l'a dit, Mme Peters a très bien mis le doigt sur la problématique. Si l'on veut maintenir l'accès pour tous à une médecine de qualité, nous devons aujourd'hui déjà prendre les bonnes décisions. On y reviendra dans un instant certainement. Monsieur Maillard, justement à propos de l'explosion des coûts, de notre sondage, si on peut avoir le slide, nous avons posé la question, qui est responsable de cette explosion des coûts pour la population? C'est d'abord les pharmas, ensuite les caisses maladies. Pour les leaders d'opinion, ce sont principalement les progrès de la médecine et le vieillissement. Voilà pour les sacrés clivages donc, entre leaders et population. Voilà pour les perceptions. Selon vous, la réalité, qui est responsable? Alors, j'aimerais que, vous savez, je vais commencer peut-être par là, par faire une petite remarque de vieux sage, même si je ne suis pas si vieux, mais je suis le plus ancien ministre de la Santé en exercice de Suisse. Donc des discours comme celui de M. Loretan, j'en ai déjà entendu des dizaines, des centaines. Et on ne prend jamais la peine d'examiner les chiffres, n'est-ce pas? Et de faire quelques bilans des réformes faites. Tout ce qu'a dit M. Loretan, c'est exactement ce qui a inspiré la réforme de 2012. Alors, est-ce qu'on pourrait juste, maintenant qu'on est en 2017, faire le bilan de la réforme de 2012? Il fallait déjà mettre en concurrence les cliniques privées, les hôpitaux cantonaux. Il fallait déjà affaiblir les pouvoirs de régulation des cantons. Il fallait déjà renforcer les pouvoirs du privé et du marché. Est-ce que ça a fait baisser les coûts? C'est le contraire qui est vrai. Alors, mesdames et messieurs, regardez les chiffres. Moi, je suis responsable des soins stationnaires, des soins en EMS et des soins en soins à domicile dans le canton de Vaud. Je n'ai pas la responsabilité de planifier l'ambulatoire, puisque cette compétence n'incombe pas au canton. Dans le canton de Vaud, si je prends seulement les soins stationnaires, l'hospitalisation, on était à 650 francs par assuré en 2005. En 2011, on était en dessous de 650 francs. C'est-à-dire qu'en francs par assuré dans le canton de Vaud, on n'a pas eu 1 franc de croissance, alors qu'il y a eu du renchérissement, etc., dans le domaine stationnaire, parce qu'on a planifié sérieusement, parce qu'on tient nos hôpitaux avec des enveloppes globales, parce que le canton joue son rôle. Dans le domaine ambulatoire, la croissance a été continue. Et depuis 2012, où on a obligé les cantons à subventionner des cliniques, à financer des surcapacités, nos coûts sont montés à plus de 700 francs en 2 ans. Voilà le résultat des théories fumeuses de monsieur. Et j'aimerais une fois qu'on le dise, parce que les gens payent des primes, et ça suffit cette idéologie.
Et alors maintenant nous dire qu'il faut que les cantons aient encore moins de pouvoir, qu'ils approuvent même pas les conventions tarifaires. Quand vous avez des litiges tarifaires entre ces messieurs et les assureurs qui durent jusqu'au mois de novembre de l'année en cours, on est quand même bien content que les cantons aient décidé un tarif provisoire pour qu'au moins les factures soient payées. Ça, c'est le concret d'un ministre de la Santé. Moi, des forums comme ça où on entend des discours, où on va à rebours du bon sens et à rebours de ce qu'on a constaté. Si vous voulez... Pour moi, je résume mon message en deux principes. Il n'y a pas 36 000 manières. Soit les marchands de santé, et il y en a, et c'est légitime, il y a des gens qui font commerce des produits de santé, comme on fait commerce de produits d'horlogerie, comme on fait commerce de produits machines-outils, c'est normal, légitime. Aucun de ces commerçants de produits de santé n'envisage que son chiffre d'affaires de l'année prochaine baisse. N'est-ce pas, M. Loretan ne fait pas des pronostics pour Genolier avec moins 2% de chiffre d'affaires l'an prochain. Il fait des pronostics de croissance. La somme de tous ces acteurs qui visent la croissance ne peut pas aboutir à une baisse des produits de santé et des coûts de santé. C'est logique. Donc, soit les commerçants de santé veulent plus de liberté et les coûts de la santé vont augmenter. Dans ce cas, mesdames et messieurs, réglez la question du financement. Vous ne pouvez plus financer un marché en croissance à 4% par an avec des primes par tête, parce que vous accablez la classe moyenne et les familles. Donc faites des primes en fonction du revenu, et votre marché pourra croître à 4%, et les gens riches paieront plus, et ça ira bien. Si vous ne voulez pas réformer le système de financement et garder des primes par tête, vous ne pourrez pas avoir une croissance de 4% par an de vos chiffres d'affaires. Donc il faudra que quelqu'un le régule, et la seule personne qui peut le réguler, la seule autorité qui peut le réguler, c'est l'autorité élue, c'est le ministre de la Santé, parce que c'est le seul qui peut avoir la légitimité de maîtriser l'offre. Voilà l'alternative dans laquelle on est. C'est donc Pierre-Yves Maillard. Je rassure le fumeux Raymond Loretan qui fulmine, Non, pas du tout. Il aura le mot de la fin tout à l'heure. M'attendais à ça quand même. Bah, quand même. Non, Karine Perraudin. j'ai parlé de théorie fumeuse. Je ne m'attaque pas aux personnes, monsieur C'est pas fait pour. Vous savez, les c'était fait journalistes pour font des ça. raccourcis. Karine Perraudin, je fais référence au même sondage. Vous avez le mauvais rôle. Les Suisses vous jugent responsable, ils sont fâchés contre vous, contre la pharma. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors d'abord, la position du grand public ne me surprend pas, parce que c'est vrai que nous, assureurs maladie, sommes ceux qui envoyons la facture, et ceux-là même qui, chaque année, avec l'augmentation des primes, annoncent l'augmentation des coûts de la santé. Donc on est en première ligne pour assumer le mécontentement des assurés, et on essaie de l'assumer le mieux possible. En même temps, nos frais de fonctionnement en tant qu'assureur représentent, et vous le savez, 5% de cette facture. En moyenne suisse, c'est même 3,9% pour les caisses du groupe mutuel. Et l'assuré n'a que peu de transparence sur les 95% restants. L'énoncé des factures qu'il reçoit, tant des médecins que des hôpitaux, est incompréhensible pour lui et pour nous aussi, je les rassure. Et du coup, il ne peut pas ni les valider, ni les infirmer, ni même réagir. Et finalement, je comprends un peu sa déception. Et en même temps, tous ces frais lui sont quasiment totalement remboursés, alors que la prime, il doit la payer dans sa totalité. Alors que faire, nous, en tant qu'assureurs, on est là pour traiter ces factures, et puis finalement, ces factures, elles sont retransmises dans la prime, évidemment. Et puis, on doit aussi essayer de sensibiliser la population, mais avec un vrai discours. Le discours de toujours mettre le doigt, et on le voit dans ce sondage sur les assureurs maladie qui représentent justement ce 5%, c'est mettre le doigt sous le faux problème. Alors c'est un rôle pour nous en tant qu'assureurs, mais c'est aussi un rôle pour tous les acteurs de la santé de sensibiliser la population. Et c'est un rôle politique aussi pour nos ministres de la Santé qui connaissent très bien d'où viennent les problématiques, d'informer correctement la population et de leur donner les moyens aussi de réduire l'enveloppe globale des dépenses de santé. Du point de vue des caisses, est-ce que la digitalisation de la santé peut-elle contribuer à une réduction des coûts, de votre point de vue ? Alors, en tant qu'assureur, bien sûr, la digitalisation a déjà permis de réduire les coûts par l'automatisation des processus, par le 75% des factures qu'on reçoit qui sont automatisées du départ jusqu'à la fin, aussi avec aujourd'hui la relation client qui veut un zéro papier par le biais d'applications et autres. Ça a permis de réduire nos frais de fonctionnement de manière assez importante ces dernières années. Il ne faut pas oublier que si on veut être aussi présent sur les réseaux sociaux et tout, il faut toujours bien calculer la plus-value de chaque investissement dans ce domaine d'activité. Cependant, la digitalisation pour réduire les coûts, pour moi, se trouve ailleurs. C'est dans la transparence des données. Je crois qu'on en a parlé aussi tout à l'heure. On parle souvent de la digitalisation au dernier niveau, donc au niveau de l'assuré. Mais si on remonte l'ensemble de la chaîne des coûts et puis qu'on arrive à avoir une collecte de données qui est
qui est entière, donc aussi avec un scan d'un fichier patient pour avoir l'historique du traitement. Ça nous permettrait d'identifier les coûts correctement, d'y travailler et puis finalement aussi de réduire ces coûts par le biais de traitements inutiles qui seraient réduits ou même d'abus. On l'a vu par une étude de l'Académie des sciences suisses que 6 à 7 milliards des dépenses de santé du système de santé suisse sont liées à des dépenses inutiles. Donc cette transparence de l'information par le biais de la digitalisation nous permettrait de maîtriser mieux les coûts. Brigitte Rorive, vous êtes directrice financière de l'IHUG, on l'a dit, vous êtes l'économiste de la santé. Alors il y a la perception, celle des leaders, celle des Suisses, celle de Pierre-Yves Maillard, celle des assureurs, celle des pharmas, celle de tout le monde. Puis il y a la réalité. La réalité, vous y êtes confrontés, vous, tous les jours. Quelle est la réalité des hausses des coûts ? La réalité des hausses des coûts. Alors, je rejoins entièrement M. Poggia qui disait le débat aujourd'hui, il porte beaucoup sur le prix, ce qu'on paye comme prix, qui va payer, est-ce que c'est les cantons, est-ce que c'est les assureurs, et finalement, il porte très peu sur les coûts. Pourquoi est-ce que ces coûts augmentent et pourquoi est-ce que c'est si cher ? Pourquoi est-ce que les soins sont si chers ? Il y a des causes structurelles, il y a beaucoup d'études qui existent. Il y a un rapport très récent de l'OCDE sur les gaspillages dans le domaine de la santé. Il y a des causes structurelles. Je dirais qu'une des principales causes structurelles, Antoine Gasbuller l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la fragmentation des chaînes de soins. Les soins, c'est une chaîne. Je vais prendre l'exemple d'un patient à qui on doit poser une PTH. Ce patient, il va traverser toute une chaîne de soins. Il va aller chez son médecin de famille pour autant qu'il en ait encore un, il va être adressé à un spécialiste, il va être adressé à une clinique, à un hôpital, il va être opéré, il va ensuite probablement être adressé à un centre de réhabilitation, il va rentrer à domicile, il aura peut-être besoin de soins à domicile. Le problème, c'est que cette chaîne, aujourd'hui, elle est complètement saucissonnée, elle est complètement cloisonnée. À chaque étape de la chaîne, on a des prestataires différents, ce que vous appelez, M. Maillard, des marchands de soins ou de santé différents, des systèmes de financement différents, et à chaque étape, des acteurs, des prestataires qui essayent de maximiser leurs profits. Et donc de reporter sur l'étape suivante le risque, et éventuellement de reporter les charges sur l'étape suivante. Ce qui fait que globalement, on a des chaînes de soins qui ne sont pas efficientes, et qui ne sont pas toujours efficaces parce que personne ne porte l'entièreté de la responsabilité sur finalement mon patient au bout du compte. Est-ce qu'il va rentrer à la maison? Est-ce qu'il aura retrouvé l'autonomie? Et est-ce qu'on l'a fait en gaspillant le moins possible de ressources? Eh bien non, parce que qu'est-ce qui se passe? On refait des examens à chaque étape qui ont été faits à l'étape précédente. On ne s'est pas bien coordonné avec le centre de réhabilitation, donc le patient va rester un jour ou deux de plus à l'hôpital, etc., etc. Ça, c'est une cause structurelle très importante et on n'a pas aujourd'hui d'incitant ni financier, et je sais qu'il y a des projets, notamment dans le canton de Vaud là-dessus, mais pas encore beaucoup non plus d'incitants en termes de régulation pour fonctionner en chaîne de soins. Deuxième cause structurelle, on l'a évoqué aussi tout à l'heure, c'est la surconsommation. Il faut le reconnaître, il y a une surconsommation, il y a une suroffre d'abord. Il y a une suroffre de soins, que ce soit une suroffre de médicaments. On connaît tous les débats, alors ils sont beaucoup plus vifs en France que chez nous autour des antibiotiques, mais on sait qu'on en prescrit beaucoup trop. Il y a beaucoup trop d'examens de radiologie, d'imagerie. Et tout ça est soutenu par des systèmes de financement qui sont un peu pervers. Le TARMED, dont on parle beaucoup pour le moment, c'est un financement à l'acte. Un financement à l'acte, c'est le problème de la T2A en France également, c'est des financements par nature inflationnistes. Pourquoi? Parce que plus vous faites d'actes, plus vous êtes payé. Donc vous allez faire beaucoup d'actes, même s'ils sont inutiles et même s'ils ne sont pas tout à fait pertinents, parce que finalement c'est ça votre source de financement. Donc on a des systèmes qui ne poussent pas à la réflexion sur la pertinence de l'acte. Et puis on a aussi l'overpricing, Madame Peters l'a rappelé sur les médicaments. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on va peut-être en rester au diagnostic, on reviendra au remède un peu plus tard. J'aimerais donner la parole à M. Boratio qui au fond, souligne un problème particulier. C'est un chiffre qui est le point de départ un peu de votre démonstration. 30% des dépenses en matière de santé sont consenties dans les 18 ou 24 mois de la vie environ. Voilà, avec un vieillissement de la population qui ne se dément pas, du point de vue des coûts, on n'est pas sorti d'affaires. Alors, pas vraiment. Merci, donc, Monsieur Boratio, pour ceux qui ne le connaissent pas, est le pape des soins palliatifs en Suisse, auteur d'un best-seller. Il y a beaucoup d'auteurs de best-sellers aujourd'hui sur les soins palliatifs. À vous, Monsieur Boratio. Non, merci. Alors, c'est vrai que je viens juste de tenir une leçon d'introduction aux soins palliatifs à 500 étudiants de médecine en première année. Et je leur ai posé la question, combien de vous désirent devenir gériatre? Alors, personne n'a levé la main.
Et alors, je leur ai donné la mauvaise nouvelle. Hormis ceux qui deviendront des pédiatres, tous les autres deviendront gériatres, qu'ils le veuillent ou non. Vous le savez, la médecine se gériatrise à une vitesse impressionnante et dans certaines régions romandes, la moitié des personnes qui décèdent ont plus de 85 ans. C'est les grands vieillards. C'est ce qu'on appelle la 4e âge, des patients avec plusieurs maladies en même temps, diabète, insuffisance rénale, cardiaque, ostéoporose, emphysème, etc. Ils sont très fragiles, très dépendants et en bonne partie déments. Et ça, malheureusement, c'est les destins de nous tous. Alors, c'est ce groupe de patients qui utilisent la plus grande partie des ressources dans le système de santé. Il faut souligner d'ailleurs que ce groupe de patients est systématiquement exclu de presque tous les essais thérapeutiques des nouveaux médicaments. Et vous pensez vraiment qu'ils seront exclus de l'administration de ces médicaments une fois qu'ils sont sur les marchés? Il faut aussi rappeler que le nombre total de décès en Suisse augmentera de presque 25% d'ici 2030 pour des raisons purement démographiques. Et le système de santé n'a absolument pas les moyens d'y faire face. Alors, pour contribuer un tout petit peu à répondre à cette fille, nous avons mis en place au CHUV la première chaire professorale au monde en soins palliatifs gériatriques, car il faut briser les silos et fusionner les compétences. Parce que, vous savez, quand on parle de décisions en fin de vie, dans la presse, on parle presque toujours du suicide assisté. Mais le suicide assisté est un phénomène statistiquement marginal qui ne concerne qu'environ 1% des décès. Ce dont on ne parle presque pas, c'est ce qu'on appelle le laisser mourir, à savoir la décision médicale de renoncer à un traitement ou à une opération qui serait encore théoriquement possible pour essayer de rallonger quelque peu la vie du patient. Et selon une étude récente, la fréquence de ces décisions en Suisse, c'est presque 60% des décès. Et dans mon expérience, il y a au moins un autre 20% des patients où ce type de décision aurait dû être prise, mais on ne l'a pas fait. Ça fait donc environ 4-20% des décès. Une bonne partie de ces décisions est prise trop tard ou pas du tout, et ça nous ramène à la question de l'acharnement thérapeutique, voire de la surmédicalisation et du surdiagnostic en fin de vie, et les deux génèrent beaucoup de souffrances inutiles et beaucoup de coûts inutiles. Mais alors, parlons justement des pistes, des remèdes pour éviter cette surmédicalisation de la fin de vie. C'est quoi? Alors, bon, d'une part, il faut être attentif parce que la surmédicalisation en fin de vie risque même d'augmenter en parallèle avec les changements démographiques si l'essor de la médecine personnalisée n'est pas accompagné d'une réflexion éthique et sociétale sur la nécessité d'une médecine centrée sur la personne et non pas sur les traitements, ou pire encore, sur les profits. Alors je salue donc avec enthousiasme l'initiative de la Fondation Lennart, Santé personnalisée et société, qui va justement dans cette direction. Après, si on se base sur l'évidence scientifique, on peut en tirer plusieurs pistes intéressantes pour maîtriser les coûts de la santé. Je vous en propose 2. Première piste, éviter à tout prix la surprivatisation du système de santé. Les données scientifiques nous montrent clairement que plus on est dans les privés, plus les risques de surmédicalisation augmentent. Par exemple, en Suisse, les risques de recevoir une chimiothérapie dans les derniers mois de vie, ce qui n'est pas toujours une bonne idée, est 2 fois plus haut chez les patients privés. Alors la privatisation sauvage préconisée par certains orateurs risque de créer à terme 2 classes de patients, avoir les surmédicalisés et les sous-médicalisés. Et en fin de vie, c'est clair où il faut aller. Si vous êtes un patient privé, je pense qu'il y en a quand même quelques-uns dans la salle, et vous vous approchez gentiment à la fin de vie, la meilleure stratégie pour réduire votre risque d'être sujet à l'acharnement thérapeutique et par ailleurs aussi pour contribuer quelque peu à la maîtrise des coûts de la santé, c'est de prendre votre carte d'assurance privée, comme ça, et de la... Gian Domenico Borasio, philosophiquement, à vous entendre, il faut qu'on s'enlève de la tête ce vieux rêve de l'homme qui est de vivre, 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 vivre. C'est un peu affreux ce que vous nous dites. Bon, alors, c'est vrai que les palliativistes ont parfois la tâche de rappeler à nos collègues que, quoi qu'ils fassent, leurs patients vont décéder à un moment ou l'autre. Parce qu'ils semblent oublier ça parfois. Ouais. Bon, mais il y a une deuxième piste qui marche vraiment.
et c'est de faire rentrer les soins palliatifs dans les contrôles de qualité à tous les niveaux du système de santé. Les soins palliatifs ne sont pas des soins terminaux, ils concernent les dernières années de vie. Ils sont reconnus par le Conseil de l'Europe comme une approche fondamentale pour les patients atteints de maladies chroniques évolutives, et une étude menée à Harvard a démontré que l'introduction précoce des soins palliatifs chez des patients avec cancer avancé peut améliorer leur qualité de vie, réduire les traitements agressifs en fin de vie et par ces biais réduire les coûts et en plus augmenter la survie d'environ 3 mois. C'est énorme. Il y a une pléthore de traitements oncologiques sur le marché qui ont des effets beaucoup inférieurs en termes de survie, mais des effets secondaires affreux et des coûts exorbitants. Et pourtant, la riche Suisse n'est qu'à la 15e place au monde par rapport à la prise en charge des patients en fin de vie, selon un ranking de la revue The Economist, on parle des coûts, qui vient de dédier un numéro à la thématique de la fin de vie, avec entre autres la simple phrase « More palliative care is needed ». Nous avons besoin de davantage des soins palliatifs. Merci. Madame Rorive, les remèdes. Je pense que, comme les causes sont structurelles, le remède il peut être que structurel. Il faut un changement profond dans notre système actuel. Aujourd'hui, il faut le reconnaître, on a un système qui est basé sur la valeur ajoutée pour les prestataires. Je représente un prestataire, mais je le dis quand même. C'est basé vraiment sur la valeur ajoutée pour le prestataire. Vous l'avez dit, Monsieur Maillard, on a tous des budgets de croissance, on a tous des stratégies d'augmenter notre activité, etc. On devrait aller vers un système de valeur ajoutée pour le patient. C'est un système dans lequel on ne fait que ce qui est utile pour le patient et on est capable de le démontrer. C'est un peu ce que vous disiez, Monsieur Borasio, ça a été évoqué ce matin aussi par d'autres orateurs. Ce qui veut dire, d'une part, travailler sur la décision médicale. Il faut toujours se rappeler que 80% des coûts de la santé sont liés à des décisions que prennent les médecins. C'est clair, donc il faut appuyer, aider, soutenir la décision médicale. Il y a beaucoup de littérature sur les rapports coût-efficacité, sur l'evidence-based medicine. On devrait favoriser ça et avoir des systèmes de financement qui favorisent ça, c'est-à-dire qui favorisent la justesse de l'acte et la pertinence de l'acte et pas le volume des actes. Aujourd'hui, on a du financement qui favorise le volume des actes et pas la pertinence de l'acte. Je reprends mon exemple de la PTH. Mon patient PTH, il va C'est quoi une PTH? pardon, prothèse totale de hanche, excusez-moi. Je vous parlais de mon patient prothèse totale de hanche. Ouais. Ce patient-là, il va venir à l'hôpital, il est absolument ou quasi certain qu'il va avoir une radio du thorax dans le cadre des examens préopératoires. Or, la littérature montre et démontre que 50% des radios du thorax préopératoires sont totalement inutiles. Voilà. Autre exemple, alors l'autre chose qu'il faut faire, et M. Tronneau l'a très bien dit ce matin, il faut remettre le curseur sur la prévention. Aujourd'hui, on a un système qui finance des soins, c'est-à-dire qu'on finance finalement la dégradation de l'état de santé. On n'a pas assez de moyens, et la Suisse est un peu en retard à ce niveau-là, l'OMS le répète régulièrement, on n'a pas assez de moyens sur la prévention. Mais la prévention, elle doit être faite par tous les acteurs du système de santé, et de nouveau, parce que la prévention, de nouveau, c'est prouvé, il y a des études qui montrent qu'un franc investi en prévention a un meilleur retour sur investissement qu'un franc investi en soins. Et de nouveau, c'est tous les acteurs de santé qui doivent se sentir investis de la prévention. Ce n'est pas le rôle que des grands programmes de prévention. Et les systèmes de financement doivent également nous aider. Je donne encore un autre exemple sur mon patient prothèse totale de hanche. Si ce patient est âgé et polymorbide, comme M. Borasio l'a rappelé, il va rester plus longtemps à l'hôpital qu'un autre patient et il va peut-être développer des escarres. Eh bien, aujourd'hui, dans le système de financement des soins aigus, les fameux DRG, on a une rémunération supplémentaire pour le traitement des escarres. On devrait avoir une rémunération supplémentaire pour la prévention de l'apparition des escarres. C'est ça des systèmes de financement vertueux. Et donc on doit sortir de nos modes de financement actuels et faire des profondes réformes. On doit aller vers des systèmes de financement, alors il en existe dans d'autres pays, je vous parlais tout à l'heure de la chaîne de soins. Il y a des systèmes qui permettent de financer des chaînes de soins, ça s'appelle les bundle payment. Ils apparaissent aux États-Unis, la Suède commence à s'y intéresser. On peut financer une partie des soins par ce type de système-là. Et s'il faut revoir les financements, il faut également revoir la gouvernance et puis globale du système. Et Antoine Geisbühler l'a dit tout à l'heure aussi, il faut faire émerger probablement des nouvelles compétences. Il y a probablement des nouveaux métiers qui vont apparaître. Donc on est un peu sur ces 3 leviers-là, financement, gouvernance, compétences. Et puis je vous le disais, un système
valeur ajoutée pour le patient. On arrive bientôt déjà au terme de cette table ronde qui aurait pu durer 4 heures. Et j'ai promis de donner la parole, le mot de la fin à Raymond Loretan, mais je vais quand même maintenant donner la parole à nos deux ministres. Vous avez entendu beaucoup de choses. Le patient au centre, the patient will see you now, qui était une bonne formule. Changement structurel, médecine personnalisée. Pierre-Yves Maillard. Peut-être je commencerai par dire une chose, c'est que le drame du débat sur les coûts de la santé, c'est que chaque fois, on veut tout révolutionner. Et c'est pour ça que je pense que le bilan de 2012 est important. Avant 2012, on était arrivé à une croissance des coûts à charge de l'assuré inférieure à 3% par an. C'est déjà beaucoup, mais on avait encore un peu d'inflation. On était dans une part au PIB qui restait à peu près stable. Depuis 2012, on est passé à une croissance qui dépasse 4%. Ça fait un gros pourcent de plus chaque année. Sur 5 ans, ça fait un gros milliard que chaque année les assurés doivent payer en plus à cause de ces réformes, notamment à cause des 18 mois sans moratoire pour les médecins en provenance de l'Union européenne. Rien que ça, dans mon canton, c'est 300 spécialistes de plus qui se sont installés dans les villes, en ophtalmologie, en psychiatrie, etc. Ça a été fait par des apprentis sorciers au Parlement fédéral qui, au nom du marché, ont décidé que pendant 18 mois, on pouvait laisser tout praticien français qui tarife à 27 € de l'heure venir ici choisir si peut-être qu'à 200 francs ou 150 francs de l'heure, ce ne serait pas plus sympathique, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'on a fait. Donc, surtout, avant de vouloir refaire des choses, faisons le bilan de ce qui a été fait. Et je rappelle que juste cette chose-là, la survie du moratoire sur l'installation des médecins n'est toujours pas stabilisée. Il va falloir encore que le Parlement le confirme. Donc déjà, si au moins tous celles et ceux qui sont pour la maîtrise des coûts de la santé pouvaient au moins enfin nous stabiliser cette possibilité d'éviter qu'on pompe les capacités médicales de pays qui en ont plus besoin que nous, alors que nous, on est déjà surdotés, c'est déjà une première chose. Donc, modération dans les réformes, faisons au moins les choses de bon sens. Et revenons à une croissance de l'ordre de 2,5% plutôt que de 4%, et ça va déjà changer complètement les choses. La deuxième remarque, Madame a tout à fait raison. Il faudrait faire des systèmes qui soient beaucoup moins incitatifs à l'acte. Mais on peut inventer tous les systèmes qu'on veut, tant que les acteurs seront intéressés au chiffre d'affaires. Ils contourneront les systèmes. C'est pour ça que moi, j'ai peut-être donné l'impression que j'avais une petite dent contre la médecine commerciale. Je veux corriger ça. Je veux corriger ça. C'est, encore une fois, je le redis, je l'ai déjà dit, c'est une pratique légitime. Nous avons d'excellents hôpitaux, d'excellentes cliniques privées. C'est un secteur de valeur ajoutée digne. Et je suis très heureux quand l'horlogerie fait une croissance de son chiffre d'affaires. Je suis très heureux quand les cliniques privées font croître leur chiffre d'affaires. Mais il faut séparer les financements. Il faut arrêter de mélanger les bidons. Il faut arrêter de dire que l'État doit subventionner des acteurs commerciaux. Il faut que comme on le faisait avant, c'était très logique. Ceux qui ont inventé la LAMA n'étaient pas tous des imbéciles. Ils ont considéré qu'il fallait que les cantons planifient en tenant compte de ce que le marché déjà assurait. C'est-à-dire qu'on regardait quelles étaient les capacités des cliniques privées. Les cliniques privées étaient financées par l'assurance sociale, parce que les assurés privés sont aussi des assurés sociaux, mais étaient financées par des choix d'achat d'assurance privée. Et on disait, voilà, ça c'est le marché. Quelle est la part de marché que les cliniques privées ont obtenue par leur propre capacité d'acquérir des clients qui choisissent de payer pour cette offre? Et une fois qu'on avait tenu compte de cette offre, on planifiait un réseau de services publics avec l'argent public dans des acteurs publics qui ne sont donc pas, en principe, intéressés à la croissance du chiffre d'affaires et qui peuvent s'occuper des patients. Parce que quand même, c'est vrai que les 85 ans et plus ne courent pas les cliniques privées. Hein. C'est quand même assez vrai. Les polymorbides non plus. Je conclus sur un élément chiffré, parce qu'il faut être très précis. Les cliniques privées dans notre canton ont à peu près 15-20% du chiffre d'affaires d'hospitalisation. L'arthroscopie du genou, dans de rares cas, de très rares cas selon la science, peut déboucher sur une hospitalisation. Mais c'est très rare, parce qu'en principe, l'arthroscopie du genou, c'est ambulatoire. Eh bien, les cliniques qui ont 15 à 20% de la part de marché totale ont 70 à 80% de la part de marché des hospitalisations en cas d'arthroscopie.
cherchez l'erreur. Pourquoi? Parce que quand vous pouvez hospitaliser une arthroscopie, vous pouvez avoir à la fois le DRG, mais en plus laisser les médecins facturer en ambulatoire pour obtenir par l'assurance aussi des compléments de financement. Donc c'est ça qui ne va pas. Et en plus de ça, si pour l'arthroscopie qui donne lieu à une hospitalisation, vous ajoutez encore de l'argent du contribuable, mais vous êtes dans du délire. Donc il faut absolument revenir à une version saine du système. Un marché des prestations de santé, c'est normal, la Suisse doit se profiler sur ce domaine-là. Mais qu'on sépare clairement les règles de financement, qu'on réserve l'argent public pour le service public, et qu'ensuite, dans ce service public, effectivement, on assume de prendre en charge, et là, ça passera par plein de réformes, c'est mon dernier mot, notamment sur la question d'abattre les frontières entre l'hôpital, les soins à domicile, les MS. Nous avons un projet dans ce sens dans le canton de Vaud, de faire des financements globaux pour la prise en charge du patient, d'avoir un acteur fort dans la communauté pour que l'hôpital, au lieu d'attirer le patient chez lui, la grand-maman de 85 ans qui chute à domicile, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On envoie l'ambulance, on envoie un médecin, on la tire à l'hôpital, on la fait patienter, on regarde si elle a une fracture, et 2 jours après, quand on constate qu'elle n'a pas de fracture, on commence à penser comment on va la ramener au domicile. Si on avait un médecin qui était allé au domicile avec une radiologie mobile, vérifier s'il y a une fracture, et si ce médecin avait pu enclencher des soins à domicile immédiatement, dès la nuit, dès le lendemain, on aurait probablement économisé sur ce seul cas 15 à 20 000 francs. Merci. C'est ce genre de choses-là qu'on doit faire dans une logique de service public. On est obligé de conclure, malheureusement, en donnant une minute Non, je crois que à mon Loretan pour répondre. Monsieur Maillard est le porte-parole de la santé étatique en Suisse romande, qui coûte beaucoup plus cher d'ailleurs qu'en Suisse allemande. Si vous regardez les subventionnements, c'est prouvé pas dans pour les certaines prestations études. qui sont sous notre contrôle. J'aimerais faire 3 points. Je pense qu'on a atteint l'objectif, la provocation. La confiance, Monsieur Poggia, le secteur privé représente 25% de la couverture des soins. Je pense que c'est un acteur qu'il faut prendre au sérieux. Il veut chercher la collaboration et je pense que l'avenir, ça passe à travers les complémentarités. Deuxièmement, je pense que c'est un peu Monsieur Maillard qui vous enfume avec les confusions qu'il crée. Les cliniques privées ne gagnent pas sur l'assurance de base. Au contraire, les cliniques privées sont moins chères sur l'assurance de base, c'est prévu, c'est prouvé. On a des base rates qui sont beaucoup plus bas. Le groupe que je préside a baissé de 100 francs son DRG au début de l'année. Et ça prouve qu'on est beaucoup plus efficace et qu'on a la volonté d'économiser. En ce qui concerne vos arthroscopies, si vous avez écouté mes thèses, mais c'est plus facile d'attaquer globalement que d'entrer sur chaque thème individuellement, que nous prenons le passage à l'ambulatoire. Nous prenons des mesures pour aller dans le sens de ce que vous avez dit. Alors dites pas qu'on fait le contraire. Par contre, je regrette qu'il n'y ait pas de médecin autour de la table pour qu'il puisse aussi défendre sa chose. On peut vraiment pas se permettre. Et la dernière chose, pour répondre aussi à monsieur Barizot, vous avez raison, mais la qualité au centre des préoccupations et les cliniques privées et le public doivent définir ensemble ces critères de qualité. Et il n'y aura pas d'abus. Enfin, encore une dernière chose, il faudrait vraiment qu'il y ait un des acteurs principaux de ce débat, c'est-à-dire des médecins, à la table de discussion. Oh, vous êtes disrespectueux, monsieur. Il y en a quand même un. Baron Poggia, si vous me promettez 30 secondes d'intervention, pas que l'on pense que M. Maillard est seul à tenir le discours. J'adhère totalement à ce qui a été dit. Je pense qu'il faut rappeler quand même que 60% des facteurs qui influencent notre santé n'ont rien à voir avec les soins. Donc il serait évidemment souhaitable qu'à un moment donné, on investisse véritablement dans la promotion de la santé et dans la prévention. Je rappelle que les milieux qui aujourd'hui prônent cette concurrence effrénée, eh bien, sont les mêmes qui ont fait capoter la loi fédérale sur la prévention. Et je le regrette. Je pense je crois qu'aujourd'hui, si l'on veut effectivement apporter un peu de responsabilisation dans le système, il faut faire en sorte que tous les acteurs se sentent concernés. Je pense qu'on pourrait peut-être, et là je vais peut-être lancer un pavé dans la mare, réfléchir sur le mode de participation du patient lui-même. Est-ce que ce système de franchise par tête et participation par tête, une fois qu'on a franchi la limite, finalement, c'est l'autoroute et on se dit « j'ai payé, j'ai droit ». Je pense qu'effectivement, si on veut refaire de la médecine une profession libérale, ce qu'elle n'est plus véritablement, sachant qu'elle est totalement subventionnée quand même par une assurance sociale, il serait peut-être bon
que le TARMED se consacre à une partie de la rémunération à charge de l'ensemble des assurés par l'intermédiaire de l'assurance sociale et qu'il y a un plus qui véritablement va entrer dans la concurrence, qui sera un plus pris en charge par consultation pour qu'il y ait une véritable relation également dans les coûts entre le patient et le médecin, alors qu'aujourd'hui, on ne parle pas d'argent avec un médecin, on ne parle pas de savoir si ça va coûter, si c'est vraiment utile, puisque de toute façon, il y a une assurance et la facture que l'on reçoit, certes, pour la participation, pour la franchise, ça devient une relation entre l'assuré et son assurance. Je pense qu'il y a une responsabilité du fournisseur de soins à l'égard de son patient qu'il faut recréer par ce biais-là. Merci Mauro Poggia, merci à tous les 6.